Ah bah oui, au moment où, j'ai commencé à vraiment augmenter mes consommations, j'ai dû mettre, mon père en maison de retraite et puis ma mère, allait très, très mal dans sa vie et cetera. Mais maintenant, j'ai plus vraiment de problème, tout va bien et pourtant, je continue de consommer. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Marion, qui est médecin et addictologue, et on va parler notamment du sujet des addictions et comment faire pour s'en sortir. Est-ce que tu peux te présenter, Marion? Salut Clément, merci, pour, ton invitation. Donc moi je m'appelle Marion, Allègre, je suis médecin généraliste et spécialisée en fait en addictologie. Donc, heu, voilà, je suis passionnée, globalement par la santé, par tout ce qui a trait à la santé, y compris aussi le développement personnel qui, à mon sens, peut grandement aider aussi, chaque personne à se sentir mieux et du coup, c'est ce que je fais, au cours de mes consultations, donc où j'accompagne les personnes, à se libérer de leurs addictions et donc je travaille, dans un XAPA, donc c'est un centre, de soins ambulatoires, voilà et qui gère les problèmes d'addiction, un peu comme, à l'image du CMP pour, les problèmes psychiatriques. Voilà, où on est toute une équipe du coup pluridisciplinaire, des, infirmiers, psychologues, médecins, addictologues et où on prend en charge, du coup, les problèmes d'addiction. Donc je disais, ça peut être, des addictions à des substances ou sans substance. Parfois ça arrive, ça peut être les jeux par exemple, jeux d'argent, ça peut être les écrans, mais sinon du coup le plus courant c'est quand même, les substances et moi je dirais que enfin la substance que je prends en charge le plus, c'est l'alcool. Comment est-ce que tu définis justement ce que c'est qu'une addiction? En fait on parle de troubles de l'usage dans les critères, maintenant diagnostiques qui sont retenus pour parler voilà de la pathologie, addictive. On va, définir du coup le trouble de l'usage. C'est en fait, tu as 11 critères, et en fonction du nombre de critères qui sont présents, oui ou non, tu vas, pouvoir dire si le trouble de l'usage, est, sévère ou bien, modéré ou léger et en fait, les critères, c'est essentiellement en fait, la place que prend, la substance, dans ta vie. Donc, par exemple, ça va être, le temps passé, à, acquérir la substance ou bien le temps passé à consommer ou à se remettre des effets. Continuer de consommer, même si on a essayé d'arrêter, mais du coup des efforts infructueux pour arrêter, de consommer. Ça va être aussi, continuer de consommer malgré, des, conséquences, néfastes au niveau, psychosocial, des problèmes judiciaires ou bien, des retards au travail, une perte de lien dans la famille. Donc en fait, ce que globalement, c'est l'addiction qui prend de plus en plus de place dans la vie de la personne, aux dépens des essentiels de sa vie, comme, sa vie sociale, sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie professionnelle, voilà. Il y a aussi, le craving, donc c'est en fait, l'envie impérieuse de consommer. Donc, en fait, voilà, d'avoir cette envie et qui est, irrépressible, donc, qui ne peut pas être, maîtrisée. Voilà, globalement, en fait, c'est sur, ces critères-là que, voilà, ça et puis aussi le sevrage. C'est-à-dire, en fait, si la personne se lève le matin et que, elle a des tremblements, qu'elle est très anxieuse et cetera, qu'elle n'arrive plus, physiquement à se passer, de la substance. Ça aussi, c'est un dernier critère, hein. Et comment est-ce qu'on fait pour s'en rendre compte? Parce que, enfin, il y a toujours, enfin, j'ai tendance à dire à titre personnel que je suis un peu addict à tout, mais dans des mesures assez restreintes, on va dire. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir justement, parce qu'on a toutes ces questions, donc j'ose imaginer que vous vous les posez, en gros, ah bah tiens, est-ce que je suis dans tel ou tel critère? Mais est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'on doit aller voir un addictologue pour savoir si c'est le cas? Est-ce qu'il y a des tests en ligne? Comment est-ce qu'on peut un petit peu savoir et découvrir? Déjà, c'est logique, de se sentir comme tu dis là, un peu addict à tout, je veux dire, on est une société, hein, où on est, pas mal, dans les addictions, dans, l'hyperconsommation de plein de choses et tout ça. Après, déjà, il y a un petit peu, ce bon sens
bon, bah, si tu me dis que tu es addict au sport, enfin, sauf cas particulier, ou à voir tes amis, ou je sais pas moi, à passer des bons moments, ou voilà, bah, forcément, ou à lire des livres, bon, bah là, clairement, on va pas dire que c'est une addiction. Ça veut juste dire que tu as ce besoin de stimulation et qui est plutôt sain. Après, bah, du coup, quand on est vraiment dans l'addiction, c'est que justement, ces substances, comme par exemple l'alcool, il va y avoir des phénomènes qui se mettent en jeu et qui, du coup, au niveau du circuit de la récompense dans le cerveau, vont complètement biaiser notre manière de fonctionner. Et du coup, donc, il va y avoir des phénomènes de tolérance, d'accoutumance, où la personne perd en fait vraiment du plaisir dans sa vie. Et elle perd la faculté de prendre du plaisir autrement que par cette substance-là. Mmh. Et donc là, vraiment, là, on est vraiment dans l'addiction. Et parce que ça veut dire que cette personne-là, elle est du coup dans ce cercle vicieux et que ça va être compliqué pour elle de sortir de ça, sauf voilà, de se faire accompagner et tout ça. Donc, on a des personnes effectivement qui peuvent bah, nous consulter en demandant s'ils sont addicts. Ça peut être aussi par rapport à des médicaments, voilà. Sinon, bah oui, enfin, il y a le fait, bêtement, hein, je dirais, de regarder, enfin, les critères du trouble d'usage, ils sont quand même facilement trouvables en ligne. Et voilà, toute personne peut aller regarder et voir un peu combien de critères elle coche. Après, bon, bah, ça peut se faire voilà, par un pro. Et après, je dirais que c'est aussi bah, en fonction des différentes substances, il y a aussi différentes infrastructures qui sont en place. Par exemple, pour le tabac, bah, il y a Tabac Info Service qui propose aussi des coachings gratuits, enfin, qui propose pas mal de contenu sur son site. Donc ça, c'est aussi en fonction des substances qu'on peut retrouver aussi différentes infos, quoi. Ouais, à chaque fois, c'est différent. Et en fait, ouais, ce que tu me dis, c'est qu'on parle pas vraiment. En fait, quand on parle d'addiction, on parle pas spécialement d'addiction négative, entre guillemets. Enfin, enfin, c'est-à-dire que si je suis, comme tu le dis, addict au fait d'aller courir tous les jours, en fait, vu que c'est pas dans un extrême et que ça a des conséquences positives, en fait, ça veut dire que c'est pas considéré comme une addiction. En fait, c'est un peu ce Complètement. ratio, est-ce que c'est quelque chose qui est positif pour moi ou pas? C'est un peu ça, en fait. Complètement. Exactement. Et du coup, on a aussi, souvent, on peut avoir l'entourage aussi qui nous consulte, parce que, ça leur pose problème à eux, et que les patients n'ont pas encore, enfin, les potentiels patients n'ont pas encore, identifié, leurs problèmes. Et notamment donc chez les adolescents, et du coup je vais rebondir en même temps sur, enfin, ce dont on parlait juste avant. Mais chez les adolescents, on peut avoir les parents, bah, du coup qui consultent parce qu'ils sont très inquiets, pour, leur fils qui passe, 11 heures, par jour devant les écrans. Et justement, en fait, donc pour ce cas-là, pour, les adolescents, bah, en fonction de ce qu'ils font en fait sur leur, téléphone, sur leur écran, derrière, ça répond forcément aussi à un besoin. C'est-à-dire que même si le besoin, il est mal nourri, parce que, voilà, on va aller jouer à un jeu en réseau, voilà, et qu'on pourrait, aller jouer au foot, dehors, Mhm. mais ça répond quand même, enfin, en fonction de ce que la personne va faire, dans son avec son écran, ça va répondre à un besoin qui est complètement, qui peut être complètement différent. Et aussi par rapport à certaines barrières. Par exemple, admettons un jeu en réseau, bah, peut-être que la personne, elle a pas envie de se montrer, que, elle a des problèmes, je veux dire, avec, accepter son physique et que là, du coup, ça lui permet de créer un avatar et du coup, elle se sent forte. Mais, en fait, on peut pas tout bannir. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que même dans une addiction, négative, donc qui est une vraie addiction, bah, ça vient quand même, en général, répondre à un besoin de la personne. Tu combles un manque souvent. Enfin, je parle de ma propre expérience. J'ai été addict quand j'étais étudiant au cannabis. Et en fait, ça a comblé un manque.
Et notamment, c'était parce que j'étais pas spécialement heureux dans ma vie et donc je compensais par rapport au cannabis. Et c'était aussi, je me rendais compte, enfin, je me rends compte maintenant, c'est quand j'étais dans mes phases plutôt hautes, ça me permettait de me calmer en fait. Mais c'est souvent ça. Et quelle est ton expérience par rapport à ça justement? Pourquoi est-ce qu'on est addict? Ouais, voilà, c'est ça, c'est, par exemple, pour l'alcool, parce que je dirais que c'est ce dont j'ai le plus l'habitude, mais il y a souvent, par exemple, des personnes qui se mettent énormément la pression au travail et du coup qui ont ce besoin de décompresser, le soir et ça vient en fait faire écho aussi à leur construction personnelle. C'est-à-dire que si par exemple, enfin voilà, on se construit avec, nos parents et cetera, mais on a forcément, aussi des manques, des vides, des carences affectives, des choses qui ont pas été complètement, bien, enfin on peut arriver à l'âge adulte et sans être, vraiment, complètement mature, voilà, sur le plan, émotionnel et du coup, il y a des personnes qui peuvent, se mettre une pression parce que ça répond aussi à un besoin, parce qu'en fait, depuis, leur plus jeune, enfance, ça a été leur manière, d'être aimés aussi. De se dire: «Bah, mes parents vont m'aimer si, je suis parfait et que, je fais tout parfaitement ce qu'on me demande». Sauf qu'en fait, là-dedans, il y a pas trop de boussole intérieure, enfin, il y a pas trop de place, au ressenti, voilà, aux réels besoins et ce qui fait que, la personne peut s'enfermer, en fait, dans des schémas et l'addiction peut jouer ce rôle, du coup, de temporiser, enfin, de permettre, en fait, de maintenir la personne un peu comme dans une cocotte minute où voilà, on laisse tout ça, voilà, parce que parce que cette personne-là, elle est habituée à ces fonctionnements de base. Puis après, il y a aussi des personnes qui peuvent avoir, vécu un traumatisme à un certain moment. Ça peut être un accident, ça peut être une maladie grave, ça peut être le décès brutal, d'un conjoint et où finalement, les émotions vont être, trop dures à accueillir sur le moment et où du coup, l'addiction, peut venir, pour combler ce vide et se mettre, à la place, de la presque de la vie passée. Enfin et du coup empêcher aussi de faire le deuil, quoi. Mais c'est variable et je pense que chacun est différent. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même les grandes tendances et le pourquoi. Et c'est vrai que c'est jamais simple déjà de pouvoir l'analyser et de comprendre la raison. Enfin, toi, c'est quelque chose que tu fais du coup en astrologie, de comprendre un petit peu enfin, comment ça se passe. Alors, je vais te répondre un peu en 2 parties. La 1re chose, justement, j'allais citer un dernier exemple, par rapport à l'addiction, c'était le confinement. Où en fait, pendant le confinement, les gens se sont retrouvés, chez eux et il y a eu une explosion quand même, des addictions. Et du coup, on voit bien que parfois il y a pas forcément de raison aussi à consommer. C'est-à-dire que parfois la mauvaise habitude s'installe, elle répond effectivement à des besoins inconscients, mais des fois, on a juste besoin aussi de, couper avec, des des actions qui sont pas saines et il y a pas forcément de vraies raisons et ça, c'est quelque chose que aussi, les patients reconnaissent souvent. «Ah bah oui, au moment où, j'ai commencé à vraiment augmenter mes consommations, j'ai dû mettre, mon père en maison de retraite et puis ma mère, allait très, très mal dans sa vie et cetera, mais maintenant j'ai plus vraiment de problème, tout va bien et pourtant je continue de consommer». Donc je dirais que, en fait, dans mon travail, effectivement, il y a toute une partie où, on essaye de creuser sur, les mécanismes qui sont pas forcément bien, enfin des mécanismes de défense sur lesquels on se construit, pour, survivre potentiellement depuis qu'on est enfant et de voir comment est-ce qu'on peut effectivement transformer la vision des choses, voilà. Donc ça, c'est une première partie et il y a une deuxième partie qui est, qui se fait en parallèle, et qui est vraiment, le passage à l'action. En Mhm. fait, OK, donc concrètement, là, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez faire de différent, cette semaine par rapport à la semaine dernière? Mhm. Et voilà et de viser sur, les plus petits pas possibles. Parfois, c'est pas possible.
parfois, la personne est vraiment incapable de diminuer et on est obligé de passer soit par des cures ou des sevrages en ambulatoire, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment ce travail aussi assez pragmatique un peu comme quand, enfin, pour une pratique sportive ou un régime diététique, etc., où on est obligé évidemment de prendre des habitudes j'allais dire qui sont mauvaises, mais non, des bonnes habitudes, mais qui peuvent paraître mauvaises pour l'inconscient dans le sens que voilà, c'est peut-être plus difficile, effectivement, de boire une tisane que de boire un verre de vin rouge quand on veut attaquer le ménage en rentrant chez soi et qu'on est habitué au verre de vin rouge ou de se prendre, je sais pas moi, un truc à lire et encore une fois, enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça aussi. Mais à un certain moment, ça passe aussi par le passage à l'action et qui, en soi, n'a pas de raison. Donc je dirais que ça, c'est un peu aussi personnel à chaque soignant, puisque là où à la base, moi, j'ai été formée à Sainte-Anne, je sais que mon chef de service, bah, il, ne, il considérait qu'il n'y avait pas de raison à l'addiction. D'accord. Voilà. Et après, bon, il y avait quand même du travail psychologique qui se faisait avec des psychologues dans le service. Mais donc voilà, moi, je dirais que j'ai une approche qui est mixte, où je me dis, bah, ok, il y a peut-être une raison, mais en fait, on peut pas s'y attarder trop, parce que de toute façon, il faut aussi qu'on permette à la personne de fonctionner autrement. Et c'est vraiment ça, ce que tu dis, en fait, c'est un peu le concept de remplacement. Donc, j'ai quelque chose que je fais ou j'ai l'habitude de le faire, mais tu parlais, tu vois, du concept de la tisane par rapport au verre de vin. Mais c'est comment est-ce que je fais pour transformer ce comportement pour quand même avoir quelque chose qui va me donner du plaisir. Et comment est-ce que tu vois ça? Parce que ça, la conduite du changement, je trouve que c'est tellement important et je trouve que c'est tellement peu évoqué d'ailleurs, parce qu'on dit toujours aux autres, et voire même à soi-même, ouais, bon bah là, j'ai mangé un McDo, j'aurais préféré, j'en sais rien, manger un Pokéball pour avoir un peu plus de fruits et de légumes. Mais pour autant, comment est-ce que tu fais pour avoir ce déclencheur, qui n'est pas super compliqué dans mon cas, mais au final, qui l'est pour certaines personnes beaucoup plus, et de justement avoir cette volonté, parce qu'on parle beaucoup de volonté en soi. Enfin, qu'est-ce que toi tu vois justement par rapport à ça? Alors moi, je sais que, enfin, je me suis formée à la programmation neurolinguistique, donc bon, c'est pas scientifique, mais en tout cas, c'est pas mal de méthodes et d'outils qui ont été réunis et qui sont quand même assez sensés, je dirais, même s'il n'y a pas forcément d'étayage scientifique. Mais en tout cas, il y a du coup une notion que je trouve intéressante en PNL, programmation neurolinguistique, où on dit qu'en fait, une personne, pour devenir en fait, on attend à ce qu'un jour elle devienne inconsciemment compétente, c'est-à-dire qu'elle puisse réussir à faire la chose qui est saine pour elle de manière inconsciente, c'est-à-dire complètement automatique. Mais pour ça, il faut qu'elle passe par différentes phases. Donc au Mhm. départ, elle est inconsciemment incompétente, elle ne sait pas en fait qu'elle ne sait pas faire. Voilà, donc pour ton histoire, par exemple, la personne, elle va aller chez McDo et elle va même pas se rendre compte que c'est mauvais pour elle. Ensuite, elle va devenir consciemment incompétente. Donc, elle va commencer à se mettre en observation et se dire, bah tiens, oui, c'est vrai que je vais au McDo, mais finalement, il y a le truc de Pokéball en face et je pourrais y aller. Donc, elle commence à se détacher, en tout cas en termes de perception et d'observation d'elle-même. Il y a une partie d'elle, de sa conscience, qui commence à comprendre que bah, tout le champ des possibles ne se résume pas voilà, à la consommation du McDo. Et ensuite, il y a du coup la phase consciemment compétente. Donc, ça peut être plus ou moins long en fonction, enfin, sur les différentes phases. Et puis parfois, ça peut aussi, tu, tu peux repasser, ça prend longtemps quand même ce processus-là. Et du coup, ça peut prendre du temps de passer d'une étape à l'autre. Et puis parfois, tu replonges dans le truc d'avant, voilà, en fonction de ce qui t'arrive dans ta vie, etc. Mais ensuite, du coup, tu arrives sur le consciemment compétent. Donc, en gros, OK, bon, là, je vais franchir le Pokéball, mais je vois quand même le McDo, quoi. Je me dis, ah bah, oh, bon, voilà, mais c'est pas facile, mais je le fais quand même. Voilà. Et puis après, finalement, ben, c'est devenu tellement ancré que, voilà, je suis inconsciemment compétente. Donc, ça veut dire que je mange un Pokéball et ça me fait rien.
ça me fait rien pour le McDo. Enfin, je sais que c'est bon pour ma santé, je le ressens, j'en ressens les effets bénéfiques et finalement, j'ai même plus envie du truc qui me faisait du mal, quoi. Ça, c'est la première chose. C'est voilà, les phases d'observation et qui permettent petit à petit de transformer notre comportement. Et après, bah, on n'est pas des êtres complètement parfaits et complètement angéliques. Voilà, donc on a forcément des parties qui sont plus diaboliques, entre guillemets. Donc, il faut aussi accepter qu'il y ait une partie de ce qu'on fait bah, qui est pas du tout en accord avec ce qu'on fait d'habitude. Voilà, donc un peu à l'image de, heu, pour les régimes diététiques, de ce qu'on appelle le cheat meal, donc les jours où, voilà, on s'octroie un repas qui est complètement, heu, énorme par rapport à d'habitude. Mais on sait que ça va être aussi, un moyen pour notre corps bah, de digérer en fait, beaucoup trop d'un coup, mais aussi du coup de ne pas s'habituer à être tout le temps en privation et du coup de pouvoir maintenir une perte de poids. Voilà et puis aussi au niveau inconscient, bah, ça permet d'avoir quand même un effet, récompense. Alors c'est controversé quand même pour l'addiction parce qu'on a quand même une phase pendant l'addiction où parfois on est obligé de passer par l'abstinence parce que sinon en fait les mécanismes sont tellement ancrés que, si on buvait un verre boire un verre le samedi soir, avec ses amis, c'est pas forcément possible en fait, au départ. Peut-être que quand tu as arrêté le cannabis, il y a eu un moment aussi où tu es passé par une phase où tu pouvais plus voir, tes amis qui fumaient et cetera parce qu'il fallait que tu te concentres sur cet arrêt, quoi. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Personnellement, en fait, je me suis dit, OK, minimum pendant 1 an, il faut plus toucher à quoi que ce soit, et cetera. Et après, bon, ça m'arrive, enfin, je devrais pas le dire sur un podcast, mais m'arrive une fois tous les 3 mois de fumer, sur le bed d'un pote. Mais en fait, je suis d'abord passé, par cette phase de, ouais, je niette et en fait, ouais, c'est un peu ce que tu expliquais, c'est que, bah, inconsciemment, j'en ressentais plus le besoin. Et à partir de là, et je le sens et je sais d'ailleurs que c'est pas bien, mais j'essaye de c'est ça qui est très très compliqué, c'est il faut se fixer des règles qui sont strictes et en même temps, tu sais, la part de soi qui est de se dire: «Bon, ben, voilà, je suis pas parfait et c'est faut pas non plus culpabiliser». Comment tu vois les choses? Parce que je trouve que c'est un peu un discours intérieur qu'on a à chaque fois et qu'on a tous à certains niveaux, de se dire, ouais, donc je suis ambitieux avec moi-même et donc je veux avoir un comportement qui va être positif. Mais en même temps, comme tu dis, on est humain, on a des rechutes. Comment tu vois le côté culpabilisation et comment faire par rapport à ça? Alors, c'est sûr que la culpabilité n'aide pas du tout, hein, dans le process. Donc ça, moi je la considère comme une croyance limitante, en fait, voilà et parce que en fait la personne chaque matin, il y en a qui me disent: «Voilà, bah, je me réveille chaque matin et docteur, voilà et je me dis, ce soir j'arrête» et finalement le soir, je sors de mon travail et c'est plus fort que moi, je vais à l'épicerie et je reprends des bières. C'est horrible et ça mais du coup quelque part, voilà, c'est comme s'il s'hypnotisait aussi, se dire: «Bah, je ne peux pas faire autrement, quoi». Donc du coup, qu'est-ce que j'ai perdu du coup le fil de ma Non, mais pensée. sur comment, parce que les rechutes et le fait de Ouais, culpabiliser quand on n'a pas eu voilà. le bon comportement. Ouais, ouais, il y a la culpabilité et puis il y a le temps aussi, du cheminement. Parce que de toute façon, les «règles» entre guillemets de chacun sont propres vraiment à chaque personne, enfin le cadre qu'elle se fixe pour sa vie. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, parce que ça permet en tout cas de garder un œil, de garder un certain recul en fait par rapport, quelque chose qu'on se fixe et en même temps, bah, ça permet de fixer, des choses qui sont harmonieuses. Enfin, par exemple, parfois, peut-être qu'une personne va être tentée de se fixer des résolutions qui sont avec des exigences très hautes et puis finalement le lendemain, elle va complètement se décourager. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux avancer, petit à petit et c'est pour ça que
quelqu'un qui accompagne, bah, un psychologue, un addictologue, un médecin, tout ça, ça va permettre de fixer la démarche dans le long terme. Parce qu'il y a aussi ça aussi, c'est que les personnes qui sont dans les addictions, bah, souvent elles aiment être focalisées sur une idée et c'est comme si, elles n'arrivent pas à faire des plans, long terme. Donc il faut vraiment pouvoir ancrer aussi, la démarche, dans le long terme. Donc il y a la culpabilité, mais il y a aussi, les mauvaises habitudes en elles-mêmes, enfin qui peuvent prendre du temps à s'en aller, quoi. Donc c'est vrai que pour le coup, bah, la culpabilité, voilà, hein, il y a ce travail à faire effectivement en accompagnement où nous, on accompagne beaucoup les gens pour, voilà, leur permettre de justement de pas se sentir coupable, et d'avancer. Et puis après en termes de, voilà, de cadre, que les personnes se fixent, bah, ça va être, voilà, vraiment propre à chacun. C'est-à-dire comme toi tu dis: «Bon, bah, voilà, moi, je peux refumer, 1 fois de temps en temps tous les 3 mois». Et il y a des personnes pour qui, soit ça va être trop difficile, de faire ça, soit enfin, ça va pas être adapté et qu'ils vont être sur, une abstinence. Et au contraire, des personnes qui, bah, eux, ça leur va bien, de consommer un petit peu tous les jours, mais ils ont quand même drastiquement, réduit, donc ils sont contents. Et ça, de toute façon, c'est une alliance, on va dire, entre, le professionnel de soins et la personne. Mais, mais la personne est toujours très ambivalente en fait. Enfin comme cette substance a une place qui est très importante, pour elle dans sa vie, bah, elle a envie de quitter, mais enfin c'est voilà, c'est, «Je t'aime je t'aime mais je te quitte» ou je sais pas quoi, mais enfin, elle aime, voilà, elle aime, la substance et d'un autre côté, elle a envie de s'en libérer, donc c'est pas simple. Donc ça se fait de toute façon Et, par étapes. et justement, parce que enfin, on parle d'amour, mais c'est un peu ce côté-là, ouais, qui est très, très profond, très ancré. Et est-ce qu'il y a des... Parce qu'on parlait un peu de substitution, d'alternatives. Moi, enfin, je suis curieux d'avoir ton avis, parce que moi, on m'a toujours dit, si tu veux arrêter quelque chose, il faut que tu trouves quelque chose qui va te procurer aussi de la dopamine, qui va aussi te donner du plaisir. Parce que, enfin, je prends un exemple assez simple. Lorsque, enfin, c'est un exemple que j'adore, c'est quelqu'un qui était addict aux cookies. Il mangeait des cookies au boulot. Et en fait, il se disait, bah, en fait, je kiffe ça. Et quand il s'est dit, bon, bah, j'arrête mon cookie. Et le jour où il s'est dit, j'arrête mon cookie, il s'est retrouvé, en fait, à arrêter pendant un jour, 2 jours. En fait, il reprenait son cookie. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était pas seulement le fait de manger le cookie, pour faire la version assez simple, c'est que, en fait, il se levait de son bureau pour aller chercher un cookie. Donc, c'était de sortir de son écran. Et donc, il s'est dit, bon, bah, super, si je me lève pour aller faire quelque chose, déjà, ça va m'aider. Mais en fait, c'était pas encore suffisant. Et en fait, au moment où il a réussi à transformer son addiction, c'est le jour où il a compris que, en fait, c'est quand il allait voir un de ses potes du bureau pour discuter, faire des blagues, que c'était assez significatif en termes de dopamine pour compenser le plaisir du cookie. Et en fait, quand il a réussi à se dire, en fait, je ne fais pas un cookie, mais je fais une pause et je vais faire des blagues avec un pote, c'était assez fort pour qu'il ait envie de le garder dans la durée. Et je suis curieux d'avoir ton avis. Est-ce que c'est des choses qu'il faut reproduire et comment faire? Parce que, mais voilà, je suis curieux de que tu me dises ce que tu en penses. Bah, oui, c'est complètement ça, hein. C'est, effectivement, globalement, c'est un peu ça le cheminement, en tout cas pour sortir, d'une addiction. C'est de se rendre compte déjà de quels besoins ça vient nourrir, d'évaluer un petit peu, bah, quelles seraient les stratégies alternatives pour, pouvoir répondre à ce besoin et petit à petit, bah, transformer, les comportements, dans la vie. Après, par exemple, dans le cas de l'alcool, comme le sevrage en alcool, il peut être, mortel. Enfin, en fait, ça peut il faut que ça soit, quand même encadré, médicalement. Enfin, c'est préférable parce que si une personne est vraiment, dépendante physiquement, bah, il y a des dégâts qui peuvent être importants à l'arrêt aussi. Et du coup, bah, parfois enfin, on a besoin de passer, par une phase avec, des médicaments, enfin, on peut en avoir besoin ou, au minimum des vitamines en tout cas aussi.
parce qu'il y a une carence en vitamines qui est reliée à la consommation d'alcool. Le corps n'arrive plus à synthétiser les vitamines. Donc voilà, en fait, il y a globalement ce process comme tu dis, et avec potentiellement d'autres choses qui peuvent venir se greffer, qui sont soit d'ordre mental aussi. On peut avoir des gens qui ont un syndrome dépressif ou des troubles anxieux ou autres, hein, des troubles de personnalité et tout ça, et qui sont cachés en fait par l'addiction. Donc le jour où on arrête l'addiction, finalement la personne elle se retrouve avec voilà, une grosse dépression ou un gros trouble anxieux, etc. Donc voilà, il y a toute cette partie-là aussi qui peut nécessiter un traitement médical ou en tout cas une prise en charge médicale, parce que parfois c'est pas aussi simple entre guillemets que ça, même si globalement ça reste fondamentalement à mon sens quelque chose qui peut se régler comme ce que tu expliquais. Oui, et après, ça dépend des niveaux, ça dépend des personnes. Et enfin, ça m'a fait me poser plusieurs questions. Donc, tu as différentes étapes, en fait, pour en fait, accepter aussi cette addiction. En fait, déjà la découvrir, l'accepter, et après, donc, tu vas faire ton changement. Euh, enfin, parce que de l'extérieur, en fait, tout le monde a envie de changer. Et j'ai l'impression que le truc qui est le plus dur, c'est la volonté et le fait de le garder dans le temps sur le long terme. Et toi, qu'est-ce que enfin, en termes de stratégie gagnante, alors peut-être que tu t'en as déjà évoqué, mais est-ce qu'il y a des patterns, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? Est-ce que souvent, enfin, si je parle de la bipolarité, on devient souvent addict pour compenser nos phases. Donc on est en phase, par exemple, hypomaniaque dans mon cas, je vais fumer du cannabis parce que c'est la facilité, ça me calme, ça m'apaise et ça compense cette phase. Maintenant, j'ai trouvé d'autres techniques qui vont être plutôt basées sur la méditation, qui vont être basées sur la parole. Et, mais ça, c'est ma propre démarche qui est très personnelle. Mais est-ce que toi, tu vois des choses qui sont assez, qui reviennent, et notamment pour parler plus spécifiquement, par exemple, des addictions qui sont liées à des phases? Est-ce qu'il y a il y a des choses qui reviennent, justement? De toute façon, les addictions sont toujours liées à des phases, parce que, en fait, souvent dans la consommation comme ça, enfin dans le trouble de l'usage, il y a souvent un nœud au niveau émotionnel. On a du mal à faire face à une situation qui est stressante par rapport à des émotions qui sont inconfortables et qui semblent infranchissables. Donc, et c'est comme ça qu'on reconsomme. Donc, c'est vrai que, alors, et que ça soit positivement ou négativement d'ailleurs, un peu comme dans les troubles bipolaires, mais une personne euh, peut avoir du mal à gérer quand il y a, par exemple, une promotion de poste ou voilà, un changement de travail, mais un changement qui s'apparente à quelque chose de positif, ou bien, au contraire, un licenciement, une perte, etc. Tout ça peut être facteur de reconsommation. Voilà, dès qu'il y a un changement de vie et qui est compliqué à gérer pour la personne, ça c'est sûr. Après, il y a effectivement souvent ce faux ami, enfin en tout cas cette idée assez répandue que l'addiction c'est une histoire de volonté, c'est avec la volonté. Il y a des patients par exemple qui veulent pas se faire accompagner, parce qu'ils disent bah non, si je veux, je peux, donc si je veux arrêter, j'arrête. Mais en réalité, comme l'addiction elle-même joue sur les circuits de la récompense, diminue clairement notre faculté, par exemple, enfin nos fonctions exécutives, mais dont notamment notre faculté d'inhibition, c'est-à-dire le fait de, par exemple, si je te tends quelque chose, si je te tends du shit, et tu vas dire non, c'est bon, merci. Et donc ça, c'est prouvé que typiquement, dans l'addiction, on a des circuits qui sont complètement, c'est comme si le robinet était ouvert. Donc la personne, elle est incapable, si je lui dis, bah, je te sers un verre de vin, ah bah oui. Et encore plus s'il y a le petit côté émotionnel qui vient se greffer dessus. La personne, elle a eu une journée un peu stressante, elle a dû licencier 10 personnes de son entreprise, je ne sais quoi. Et là, la personne, un collègue lui propose un verre, bon ben, on est à peu près certain qu'elle va dire oui, parce qu'elle est incapable de faire autrement. Mm. Donc ça,
c'est pas, enfin, je veux dire, en fait, voilà, tu parlais de la persévérance, de faire, de tenir en fait sur le long terme, en gros, ces résolutions quoi. Hem, Ça, c'est vraiment propre à chacun. Je dirais qu'il y a il y a parfois des prises de conscience dans la vie des gens. Parfois, il y a une image qui peut vraiment les troubler, quoi. De se dire, «Oh, je me suis vue, mettons, avec mes enfants, j'étais à vélo et je venais de prendre une bière et j'étais content et je me suis dit: "Mais comment c'est possible de ne pas pouvoir être heureux, mettons, sans alcool et enfin, il y a des gens qui où parfois il y a quelque chose qui peut leur envoyer ou ça peut être une photo ou, parfois le fait de il y a des personnes qui écrivent des mails à leur entreprise et qui sont alcoolisées et où du coup, quand ils vont relire le mail, ça va vraiment les choquer. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir des moments où la personne, elle a une grosse prise de conscience, elle se dit: «Non, là, je veux plus être, comme ça, je veux plus m'identifier à ça». Mais bon, ça peut prendre un peu de temps et il y a aussi, du coup, voilà, c'est pour ça que la posture, bah, du soignant, enfin de la personne qui accompagne, elle est vraiment, enfin hyper importante. Moi, c'est vrai que je joue beaucoup, donc ça s'appelle, l'entretien motivationnel. Enfin, c'est une technique, voilà, qu'on utilise, moi, je joue beaucoup là-dessus, c'est-à-dire, c'est à la personne de de gérer ses propres résistances. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une dame, elle est médecin et elle a consommé, depuis des années, de l'alcool et aussi de la codéine et cetera et je l'ai pas vue pendant plusieurs mois parce elle venait plus du tout, et puis, elle revient et donc en fait, c'est un peu sa médecin généraliste qui l'a poussée à nous reconsulter et parce qu'elle voulait aussi, l'envoyer en cure parce qu'on voyait bien qu'elle s'en sortait pas seule et elle revient me voir et puis à partir du début de l'entretien, elle lâchait rien, elle disait: «Mais vous ne m'enverrez pas en cure, je veux pas aller en cure de toute façon, je vais m'en sortir toute seule», tout ça et puis moi voilà, j'ai laissé les choses, se faire, on a parlé d'autres choses et cetera et puis 1 ou 2 semaines après, elle est revenue au XAPA voir une infirmière, puis, 1 semaine après, me voir. Elle me dit, c'est décidé, là, je sens que ça va plus du tout, je vois que je suis violente, envers mes proches et cetera et ça, je peux plus supporter donc j'ai besoin d'une cure, où est-ce que vous pouvez m'envoyer docteur, s'il vous plaît? Et cetera. Donc voilà, c'est vraiment, le plus souvent, c'est vraiment à la personne de petit à petit, faire face à ses propres résistances et de se dire, «Non, c'est plus possible». Mmh. Mais ça peut prendre du temps et malheureusement, ce qui est compliqué aussi, c'est que, bah, plus une personne consomme, plus ça va lui détruire évidemment ses facultés de raisonnement et de ça et moins, quand même, elle pourrait avoir des chances, de s'en sortir, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de voilà, de faire connaître en tout cas ces sujets-là et de pouvoir prévenir au maximum, effectivement, hein. Et même, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a pas spécialement le réflexe d'aller voir un addictologue. Il y a quand même un peu le côté, ouais, mais comme tu le disais, de très, c'est ma volonté, je peux m'en sortir tout seul et de pas prendre conscience de l'importance, voilà, d'avoir quelqu'un qui va, bah, parce que, c'est ton métier, quoi, qui va pouvoir, bah, t'aider, step by step et après il y a plein de sujets, mais il y en a peut-être un que je trouve hyper intéressant, c'est, l'aspect culturel et le rôle, en fait, des proches autour de la personne. Et moi, ça, c'est un truc que je trouve assez choquant, notamment par rapport à l'alcool, où on a des sollicitations qui viennent de partout. Et que je me mets à la place de quelqu'un qui a arrêté l'alcool, de voir des publicités dans les films, et même, je ne sais pas pourquoi, culturellement parlant, par exemple, à table, je me suis rendu compte de ça cet hiver, qu'en fait, on va nous servir un verre de vin sans même nous poser la question. C'est vraiment culturellement le fait de dire, bon, bah, en fait, et sans poser la question. Alors que, bah, pour ma part, enfin, je consomme très peu d'alcool, et du coup, bah, je suis contre. Mais ça, c'est intéressant, et je pense de se poser la question aussi de l'entourage, de dire comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de pousser à la consommation. Et toi, je sais pas, tu travailles avec les proches aussi, ou comment ça se passe? Ça arrive, ouais. Ouais, ouais, complètement. Effectivement, je pense que enfin, c'est important que,
de ne pas juger forcément. Et alors, enfin, je me rappelle de l'été dernier où j'ai une patiente en fait que j'accompagne et qui buvait des alcools très forts et où en fait, du coup, ses parents sont venus avec elle aussi à une consultation. Son père était particulièrement concerné par son problème et justement, il avait une attitude où il disait, bon, bah, du coup, quand on va la recevoir à la maison, ça sera plus d'alcool à la maison et où elle avait du mal aussi à accepter l'aide, du coup, de ses parents. À dire, oui, mais là, t'en fais trop, tu te prives pour moi, etc. Donc, moi, voilà, j'ai essayé de concilier un peu les deux. Enfin, déjà, de faire comprendre aux proches, effectivement, que c'est une vraie addiction et qu'il y a une maladie à un certain moment voilà, qui s'installe et que du coup, c'est important. Enfin, il peut y avoir des phases aussi pour diminuer. Ça peut parfois pas se faire brutalement. Et effectivement, bah, que la personne a besoin de soutien et potentiellement, effectivement, pas de sollicitation ou en tout cas pas de jugement aussi. Ah, tu ne bois pas, etc. Enfin, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup le côté culturel où dès qu'une personne elle boit pas, limite, donc c'est soit un alcoolique anonyme, enfin qui a arrêté, donc du coup tout de suite c'est culpabilisant, enfin c'est stigmatisant pour la personne. Soit c'est une femme enceinte. Je veux dire, ça va. Alors, je pense que c'est quelque chose qui va changer dans le sens que là, scientifiquement, quand même, les études montrent qu'il n'y a pas de niveau d'alcool qui n'est pas dangereux pour la santé. C'est faux. Enfin, ce qu'on a entendu de dire oui, boire un verre de vin, c'est bien pour le cœur ou je sais pas trop quoi. C'est pas vrai en fait. Voilà, c'est un peu comme les femmes enceintes où on sait que c'est objectif, c'est zéro alcool pendant toute la grossesse. Bah, en réalité, pour les vies humaines en général, bah, c'est bon de ne pas boire. Mais ça, effectivement, il y a quelque chose de très culturel où on est un pays, voilà, hein, qui la gastronomie, le bon vin, etc. Et où effectivement, il peut y avoir beaucoup au niveau bah, de l'environnement social, familial de la personne, beaucoup de barrières. Et parce que c'est vrai que les personnes en général qui sont addictes euh, ont ce problème de lien. Du coup, elles ont un lien qui est trop fort avec la substance, mais elles peuvent aussi avoir un lien trop fort aussi avec les personnes de leur entourage. Et du coup, de dire non, de s'affirmer, c'est compliqué aussi. Donc ça, c'est aussi un Non, travail. clairement, et il y a surtout, il y a des, enfin, je pense à des comportements. En fait, on a l'habitude de voir certaines personnes dans certains contextes, et c'est super dur parce que c'est presque une habitude intrinsèque. Je pense à l'alcool. Il y a certains amis, on va les voir quasiment pour boire. Et c'est super dur parce que, bah, en fait, tu t'enlèves presque ce lien social si tu t'enlèves l'alcool. Mais c'est un sujet que je trouve tellement passionnant et, et tellement peu évoqué, en fait. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'on parle très peu des mécanismes et du pourquoi, du comment. On est toujours dans le côté c'est pas bien, il faut pas le faire. Et on va très peu dans la profondeur des choses. Je te proposerais de faire une V2. Je pense que ce sera marrant de creuser les sujets. J'ai plein de questions auxquelles on n'a pas vraiment travaillé. J'ai une dernière question. Si tu avais une baguette magique dans la santé mentale, qu'est-ce que tu ferais? Ce que je donnerais, c'est vraiment plus de conscience aux personnes pour pouvoir se détacher de leur ego. C'est vraiment, pour moi, c'est un peu comme le livre de Eckhart Tolle là, sur le pouvoir du moment présent, mais je pense que lui a pas mal creusé là-dessus. Et puis bon, bah, on est dans une étape ou un moment sur la Terre où on est vraiment en transformation sur cette conscience. Mais je pense vraiment que il y a des moments dans la vie, enfin, nos états d'âme, nos états d'être, ils sont extrêmement fluctuants. On peut passer par des moments où on peut avoir envie de se tuer, tellement on se sent pas bien, tellement pour différentes raisons. Et je pense que vraiment, voilà, si j'avais une baguette magique, ce serait d'enseigner aux personnes le détachement par Mhm. rapport à ça. Parce que je pense que en fait, ce que les gens ont du mal à comprendre, ils ont l'impression qu'un jour, peut-être qu'ils auront, enfin, j'exagère un peu, mais qu'ils auront peut-être plus envie de se suicider. Voilà.
plus de pensées négatives. Et en réalité, je pense que c'est pas ça. C'est que à un certain moment, on accepte des pensées qui sont pas bonnes et par contre, on les traite et on leur dit de s'en aller, quoi. Enfin, quelque part, c'est voilà, c'est un peu le principe de la méditation, de la pleine conscience. Mais je pense vraiment que ça peut changer en fait, en réalité tous les troubles mentaux et les troubles, addictifs. Parce que, enfin, c'est aussi la même chose qui se passe dans le craving. Une personne qui a une envie irrépressible de consommer, l'envie, elle est là. Mais à un certain moment, il faut réussir à la laisser en dehors de soi et la laisser partir pour avancer, quoi. Et je pense que dans beaucoup de thématiques, voilà, émotionnelles, on a ça. Que ça soit aussi, un deuil, de vouloir s'accrocher à la perte de la personne ou une maladie. Enfin, en fait, voilà, tout est cyclique, et en même temps, on vit dans un monde où tout le monde veut tout prévoir, le futur, pour dans 30 ans. Là, on est en train de voir les retraites, pour, voilà, et cetera. Et donc on prévoit tout comme si tout était figé et alors qu'en fait, pas du tout. Donc voilà, ce serait un peu ça le pouvoir magique, ouais. Ouais, non, c'est trop cool. Et non, mais c'est génial parce que tout le monde a des idées différentes, parce qu'on a tous un background enfin, un passé qui est pas le même. Mais hyper intéressant. J'ai plein d'autres questions, mais ce sera pour, pour une prochaine, Marion. Merci Avec beaucoup plaisir. d'être venue. C'était trop cool. Et je te dis à la prochaine et je te laisse le mot de la fin. OK, écoute, avec grand plaisir pour, avoir répondu à tes questions aujourd'hui et voilà, et avec, plaisir aussi pour continuer d'échanger, à ce sujet. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopestage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.